Feldman est à l'affiche d'On ne jouait pas à la pétanque dans le ghetto de Varsovie. On reviendra sur ce titre plus tard, mais ce spectacle a été créé au Théâtre de Strasbourg l'automne dernier, de retour au Théâtre du Rond-Point ce mois de juin, et à la rentrée au Petit Saint-Martin, un spectacle adoubé par la critique et le public, donc déjà un grand bravo. Ça ressemble à une sorte de psychanalyse sur scène, une enquête à bâton rompu sur le sens de la vie, mais méfiez-vous des apparences, il s'agit en fait d'une pièce très écrite, profonde, qui décortique les mécanismes du trauma sur plusieurs générations. Je ne pensais pas rire un jour en entendant parler de dépression, de pensées suicidaires, d'amour raté, de jeux de mots polonais douteux sur la ville d'Auschwitz. Et pourtant, vous avez réussi cet exploit et toute la salle rit avec moi. Eric Feldman, bonjour. Bonjour. Alors pour ceux qui vous découvrent, vous êtes un acteur de théâtre depuis quelques temps déjà. Et moi, je vous ai vu la première fois dans la pièce de Joël Pomera, Ça ira fin de Louis. Oui. Donc Joël Pomera, pour ceux qui ne le savent pas, c'est, je dirais, l'auteur et le metteur en scène de théâtre vivant le plus doué de sa génération, ou enfin l'un des plus doués. Et il vous a conseillé, Joël Pomera, sur la dramaturgie de ce spectacle. Alors, plus sur la mise en scène. On a beaucoup parlé de la mise en scène. Alors, bien sûr, c'était en accord avec Olivier. Parce que le metteur en scène, c'est Olivier Veillon. C'est Olivier bien Veillon, sûr. Donc c'est une collaboration entre Olivier et moi. Olivier Veillon, donc votre metteur en scène, qui se trouve être aussi celui de Solal Bouloudine. Exactement. Que nous avons reçu ici. Oui. Qui est le coproducteur de votre spectacle. Oui, c'est-à-dire c'est la compagnie de Solal Bouloudine et Olivier Veillon. Et je veux dire qu'Olivier Veillon, par contre, j'ai eu un vrai dialogue avec lui sur la dramaturgie. On se posait plein de questions ensemble. Et pour le coup, Olivier a été précieux aussi dans ce dialogue. Dans ce spectacle, vous êtes un homme profondément dépressif, qui essaye de faire du yoga pour s'en sortir, qui pense à Hitler quand il est au lit avec sa petite amie. Bref, vous parlez en fait des traumas sur la deuxième génération. En l'occurrence, deuxième génération, puisque mes parents étaient, malgré tout, ce qu'on appelle les survivants, en ce sens qu'ils étaient enfants cachés pendant la guerre. Donc, mais ça parle effectivement de la transmission du traumatisme sur deuxième, troisième génération. Oui, c'est sûr. Vous faites vraiment du yoga? Ah oui, j'en ai fait beaucoup. J'en fais moins maintenant. J'en ai fait beaucoup. Oui, ça m'a beaucoup aidé. Puis, comme je dis à un moment aussi, il y a beaucoup de juifs chez les bouddhistes. Oui. Je dis même qu'il y a peut-être plus de juifs chez les bouddhistes que chez les juifs eux-mêmes. Vous revenez sur les parcours, parce qu'on va comprendre, trauma sur plusieurs générations, on va développer, mais vous revenez sur le parcours des membres de votre famille, qui ont survécu à la Shoah. Oui. Votre père et ses 5 frères et sœurs. Oui. Donc, il a été membre de l'amicale des anciens d'Auschwitz. Petit garçon, vous racontez que Victor, votre papa, était fier de son étoile jaune. Oui. C'est ce que il l'a porté comme une étoile de shérif, presque. Oui, il y a cette idée d'étoile de shérif. Et puis vraiment, il se trouve que, ça il me l'a souvent raconté, c'est-à-dire qu'il pensait, quand il a su qu'il allait devoir porter l'étoile jaune, il pensait qu'il pourrait mettre ses initiales. Et c'est ce que je dis, donc ses initiales, c'était VF, Victor Feldman. Et il pensait VF comme Vive la France. Et c'est bouleversant. C'est bouleversant, parce qu'il a été un enfant caché, ballotté dans des maisons d'enfants, rue Lomblardy, dans le 12e, rue Lamarck, d'où il s'est échappé très peu de temps avant la rafle de la rue Lamarck, où tous les enfants ont été déportés, rue Guy Patin. Après, il a été emmené chez des paysans en Mayenne. Oui, comme ses frères et sœurs, tous ont miraculeusement survécu à tout ça. Oui. Il y a aussi votre oncle Lucien qui, malgré sa vie de merde, je cite, je ne me permettrai pas, tenait trop à la vie pour se ficher en l'air. Oui, il me disait toujours ça. Il me disait, j'ai une vie de merde, mais je tiens trop à la vie. Et moi qui étais assez suicidaire, je me disais, ah bon, d'accord. Ça vous a questionné? Oui, ça m'a questionné, mais il a surtout été quelqu'un de très important pour moi. Et voilà, il m'aidait à tenir. Et c'est à lui que l'on doit le titre de votre pièce. Oui, effectivement, le titre, puisque c'est une anecdote que je raconte, mais c'est vrai qu'il y avait quelqu'un qu'il connaissait dans le quartier. Il savait que c'était un survivant du ghetto de Varsovie, mais il n'avait jamais parlé avec lui. Un jour, il le voit jouer à la pétanque, place de la Nation, et il va vers lui et il lui murmure à l'oreille « On ne jouait pas à la pétanque dans le ghetto de Varsovie ». Donc, ce qui est assez gonflé, ce qui m'a fait rire beaucoup, mais ce qui est un peu glaçant aussi. Il y a beaucoup d'humour comme ça, un peu glaçant dans votre famille. Un peu noir. Un peu noir. Oui.
c'était évident que c'était cette citation qui devait être le titre de votre spectacle? Alors, à un moment, pour le titre, j'avais pensé à Freud et Hitler sont sur un bateau, ce qui me semble pas mal comme titre, mais j'avais pas envie d'avoir Hitler dans le titre, évidemment. Et j'ai pensé à... Tout d'un coup, ça m'est venu que cette phrase-là ferait un très beau titre, parce qu'il y a à la fois... d'abord, c'est curieux comme titre, et puis... Il y a un peu l'esprit du spectacle, je trouve, parce qu'il y a la gravité, puisqu'on parle du ghetto de Varsovie, donc forcément c'est quelque chose de grave, mais on ne jouait pas à la pétanque dans le ghetto de Varsovie. Ça fait et décalé. Il y a l'humour, et comme dit Jean-Claude Grimbert, l'humour yiddish, puisqu'il s'agit un peu de ça aussi, c'est rire et pleurer à la fois. C'est vrai que Grimbert est une référence évidente pour vous aussi. Oui, même si je ne l'ai pas beaucoup lu, mais je l'ai entendu, oui. et tout ça, et puis bien sûr qu'il y a enfin, j'ai lu l'atelier, bien sûr, mais oui, mais je l'ai entendu parler aussi, c'est sûr qu'il y a une communauté des deux. En tout cas, le grand Sigmund Freud n'est jamais bien loin dans votre spectacle, avec vos faux lapsus très orchestrés. Lorsque, par exemple, vous utilisez « je » à la place de « il » pour parler de votre père qui portait l'étoile jaune, vous imaginez, enfant, souvent en train de porter l'étoile jaune et de risquer la déportation? Je pense que le lapsus, il est très parlant, c'est-à-dire de pouvoir dire, au lieu de dire, effectivement, quand il a dû porter l'étoile jaune, quand j'ai dû porter l'étoile jaune, c'est clair qu'il y a une identification au père, et alors, enfant, il n'en parlait pas trop, mais quand même un petit peu suffisamment pour impressionner un enfant. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué, et sans aucun doute qu'il y a eu toute une période où j'étais dans une grande mélancolie, une grande dépression, et où je m'identifiais un peu. D'ailleurs, il n'y a pas que des juifs qui s'identifient aux déportés. On connaît les histoires d'usurpation d'identité et tout ça. Mais en l'occurrence, c'est vrai que j'ai beaucoup cherché de ce côté-là pour essayer de comprendre l'origine de ma souffrance. Évidemment, l'origine de la souffrance, elle est multiple, elle n'est pas que ça. Mais en l'occurrence, je retrouve chez beaucoup de personnes de ma génération, ou en tout cas de la deuxième ou de la troisième génération, des symptômes assez sérieux. D'ailleurs, vous faites un parallèle entre le trauma de la Shoah, enfin, c'est pas vous qui le faites, vous citez un parallèle, et dans le temps et dans l'espace, et les retombées radioactives d'une bombe nucléaire. Oui, c'est une très belle phrase qui effectivement fait un parallèle, si on peut dire, des retombées radioactives d'une bombe nucléaire, et en quelque sorte que la Shoah a eu des retombées radioactives sur des générations, et dans un espace bien plus large que celui même de la Pologne, de l'Allemagne, de l'Europe et de la Yiddishkeit, du monde juif, je dirais, de tout ça. C'est évident. Ce qu'il dit, au fond, c'est qu'on est tous marqués par cette histoire, juifs ou pas juifs, et c'est ça qui est très important pour moi. Et c'était très important pour moi, en abordant ce sujet-là, que ça touche tout le monde. Je voulais en aucun cas que ça soit uniquement une histoire juive pour les juifs. Alors oui, bien sûr, les juifs ashkénazes vont particulièrement être touchés, parce que ça... Mais j'ai des retours de gens d'origine diverses, de milieux sociaux différents, de pays, enfin vraiment, et qui sont extrêmement touchés par ce spectacle. Et c'est ce qui alors là, vraiment, c'est ce qui m'émeut le plus, quoi. C'est que ça puisse toucher bien au-delà du petit cercle des juifs ashkénazes, qui est assez réduit, finalement. Vous dites, j'ai l'impression d'avoir été avorté, mais d'être né quand même. Oui. Comme si vous étiez un survivant qui n'aurait jamais dû exister. Oui, c'est vrai. Puisque votre père a réchappé plus ou moins presque, on peut dire par miracle. Oui, comme tous ceux qui ont survécu. Ma mère aussi, dont je parle pas trop, parce qu'elle a un itinéraire qui était un petit peu plus sécurisé que celui de mon père, puisqu'elle a pu rester avec sa famille cachée. Mais donc elle aussi aurait pu, sa cousine s'est fait arrêter, a été déportée à Auschwitz. Oui, sans doute, alors, oui, je dis ça parce que c'est une chose que j'ai ressentie et parce que je fais confiance à ce que dit l'inconscient. Voilà, j'ai fait beaucoup d'années de psychanalyse et donc le texte... Lacanienne, donc, oui, puisque vous adorez triturer les mots dans tous les sens. Oui, c'est vrai que l'essentiel, la plus grosse part de la cure et celle qui a eu en tout cas le plus d'effet, c'était avec une psychanalyste lacanienne, mais pas orthodoxe. Mais je fais confiance à ce qui vient. Mais de dire « j'ai l'impression d'avoir été avorté, mais d'être né quand même », c'est tout à fait le genre de phrase que je pouvais dire à ma psy. Et donc je me sers de ça pour après tirer le fil et essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ça et d'essayer de faire passer quelque chose de ce que c'est que d'avoir la sensation de ne pas exister ou du moins d'avoir une sorte de sensation d'illégitimité. Oui. Et qui a sans doute à voir avec cette tragédie-là. Je n'ai pas parlé de la sœur de votre papa encore, Sarah. Oui, la sœur qui, aînée de mon père. Elle n'a jamais eu d'enfant.
Non. Si on parle des traumas qui ont suivi. Oui. C'est-à-dire que... C'est vrai que c'est une thématique. C'est une thématique chez les personnes qui ont survécu à la Shoah. Absolument. Beaucoup ne se sentent ni capables ni légitimes de fonder une famille. Oui, absolument. Elle dit « Dieu merci, je n'ai pas eu d'enfant ». C'est terrible. Oui. Et je reprends ça à mon compte. Et vous, donc vous, pas d'enfant? Oui. Toujours pas prêt? Non. Et Dieu merci, je n'ai pas eu d'enfant. Dieu merci. Je l'assume. Vous l'assumez. Même si je trouve que c'est formidable d'avoir des enfants, même si aujourd'hui... Bon, oui, alors justement, aujourd'hui, pensez-vous que ce qui s'est passé, depuis ce qui s'est passé notamment avec les massacres du 7 octobre, ce trauma peut être ravivé dans les générations un peu plus jeunes que vous Je pense que ça a ravivé le trauma chez tous les juifs. Enfin, c'est évident, je crois que c'est... Et ça m'émeut, mais je pense que c'est la chose que les non-juifs ont du mal à saisir. C'est comment ça a réveillé quelque chose, un trauma tellement important, tellement puissant, que quelque chose là est de l'ordre d'une bascule totale. Et effectivement, on voit les conséquences terribles pour tout le monde, pour tout le monde. Vous dites, la psychanalyse m'a sauvé la vie. Oui. Et vous faites de l'humour. Tout à l'heure, je disais que j'ai rigolé en entendant parler de suicide. J'ai lu dans un article que vous étiez heureux d'apprendre que Pierre Dac avait failli se suicider 4 fois. Oui, c'est-à-dire que... C'était loupé 4 fois. Heureux, je dirais pas que j'étais heureux, humoriste, mais je dis que chez les humoristes, les dépressions... les dépressions et humour vont souvent ensemble. C'est l'humour et la politesse du désespoir. C'est un humour un peu désespéré. Oui, c'est sûr. Il y a beaucoup ça chez les humoristes. Il y a beaucoup ça chez les humoristes juifs. Beaucoup. Oui, c'est évident. Enfin, tous les humoristes qui me font le plus rire sont souvent juifs. Après, il y en a des juifs qui sont drôles aussi. Quelles sont vos références en termes d'humoristes juifs? Mais déjà, alors... Woody Allen, évidemment. C'est-à-dire, pour moi, c'est le top. Enfin, je veux dire, Woody Allen pour des juifs, alors bien sûr, voilà, je ne parle pas de l'homme Woody Allen, je parle on parle de l'humour juif. Voilà, on parle de l'humour juif, mais ça a été quelqu'un d'essentiel, je pense, pour beaucoup de... Oui, évidemment, c'est Woody Allen. Après, il y en a d'autres, mais Woody Allen en numéro 1, ça c'est sûr et certain. Par exemple, je ne sais pas si cette histoire est véridique dans votre spectacle. Vous dites, quand j'ai dit à ma psy que j'avais envie de me jeter par la fenêtre, elle m'a dit, fermez vos fenêtres. Véridique. Véridique. Il y a beaucoup de véridique. Je disais, avec Solal Boulonine, vous avez joué au jeu du vrai et du faux. Moi, il n'y aurait pas beaucoup de faux dans ce que je raconte. Il n'y aurait pas beaucoup de faux. Vous expliquez aussi que les dépressifs sont très narcissiques. Tout tourne autour de leur mal-être. Oui. Oui. Et en tout cas, que la psychanalyse vous a appris à voir l'autre. Oui, c'est ça. Un peu lévinassien. Oui, ça, certainement. Mais je ne dirais pas que tous les dépressifs sont narcissiques, mais je dirais qu'en tout cas, souvent quand on est trop dans la souffrance, on est enfermé en soi et on a du mal. Et je jetterai la pierre à personne parce qu'on fait comme on peut. Ce que je dis pour moi qui est le plus important, c'est que je dis effectivement la psychanalyse m'a appris à prendre la mesure de l'autre. C'est voir qu'il y a de l'autre en soi, en fait. C'est voir qu'il y a une part de soi qui nous est étrangère. Et donc on prend en compte la part étrangère de soi. Donc on prend en compte la part étrangère chez l'autre. Et donc tout n'est pas noir ou blanc. Et il faut qu'il y ait du jeu, il faut qu'il y ait du dialogue, de l'échange, parce que sinon on est enfermé, on est totalitaire, et ça donne ce qu'on connaît. Le totalitarisme. Ça donne le totalitarisme. Ça donne les tyrans qui n'ont aucune empathie. Et absolument. On dit que Poutine est totalement dénué d'empathie. Ça se voit, c'est évident. Ou Trump, ou Musk, enfin on peut en citer beaucoup. Mais c'est un narcissisme absolu. Un narcissisme absolu. Et là, c'est souffrance ou pas souffrance. C'est la maladie absolue de l'homme. C'est l'égoïsme et le narcissisme. Vous citez, parce qu'il y a beaucoup de citations superbes, drôles ou sérieuses dans votre spectacle. Beaucoup, je vais pas toutes les citer. Mais il y en a une d'Isaac Bashvitzinger. Sur les 10 commandements, tu ne tueras point. Oui. Qui est végétarien, vous dites qu'il est végétarien, vous êtes vous-même végétarien? J'étais végétarien, je suis un peu plus flexitarien, mais je considère que ce serait bien de l'être, absolument. Sauf que là, vous
dites que Bashvitzinger disait que... L'auteur des 10 commandements connaissait l'humanité mieux que tous les psychologues réunis. Que tous les psychologues réunis, puisqu'il dit « tu ne tueras point ». Entre autres, tous les commandements sont des bons commandements, si on les suivait tous. Et notamment, tu ne tueras point, qui est évidemment ne tueras point, que Singer pousse jusqu'au « on ne doit pas manger d'animal, puisqu'on s'habitue à la tuerie ». Et il va beaucoup plus loin, Isaac Bashevis Singer, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que lui, c'est très fréquent dans ses livres, puisque c'est un des auteurs que je cite beaucoup, parce que c'est un peu aussi... je parlais de Woody Allen. Prix Nobel de littérature. Prix Nobel de littérature, je parlais de Woody Allen, mais Isaac Bashevis Singer, il y a énormément d'humour aussi, et la littérature est très importante pour moi aussi, dans mes influences. Donc juste pour terminer sur Isaac Bashevis Singer, c'est extrêmement récurrent dans ses livres, mais très récurrent, ça revient tout le temps, c'est qu'il dit ce que les êtres humains font aux animaux, c'est ce que les nazis ont fait aux juifs. Oui, mais sauf qu'Hitler était végétarien, donc j'avais envie de vous dire ça pendant le spectacle. Ça c'est un peu... alors je me suis renseigné là-dessus et tout, mais il avait des problèmes gastriques et de digestion, donc c'est pour ça qu'il ne mangeait pas de viande, ça n'avait rien à voir avec son amour des chiens. Non, tout ça c'est... Ouais. Et après, ça n'empêche pas qu'on puisse être le mal incarné, des animaux et un misanthrope. Oui, mais en l'occurrence là, c'était pas par philosophie. Ce que je veux dire, c'est qu'Isaac Bashevis Singer, c'est vraiment par philosophie et par éthique, qui est le mot clé pour comprendre. Dans votre spectacle, c'est aussi une manière de rendre hommage aux morts, aux disparus. Oui. Mais aussi, vous parlez de votre manière donc d'exorciser et d'apprivoiser la mort, peut-être aussi. Mais aussi... Plus d'apprivoiser la vie, je dirais. D'apprivoiser la vie. Oui. Plus de faire avec la vie, parce que la vie, voilà, comme je dis, on n'en a qu'une, et la mort, bien sûr, on vit avec nos morts, on vit et il faut... Bien sûr, mais c'est... Vous parlez aussi de la manière dont vous rentrez en contact avec les morts, comme votre sœur disparue. Oui. La première chose qu'elle a dit à un psychanalyste, c'est « Je ne vais pas bien, mais ce n'est pas à cause de mes parents », quelque chose comme ça. C'est ça. Tout de suite. C'est ça, mais... Ça m'a marqué, je trouve ça très touchant comme phrase. Oui. Et alors vous, c'est en allant voir une voyante que vous rentrez en contact avec votre sœur. Alors, en allumant une flamme aussi. Oui, c'est ça. En allumant une flamme, la neshama, dans le judaïsme, c'est très juif d'allumer. Oui, c'est pas que juif, dans le christianisme aussi, il y a les cierges. Enfin, c'est vrai, je raconte cette anecdote de cette voyante qui me dit que je pourrais rentrer en relation avec ma sœur. Enfin, voilà, c'est un peu une sorte de c'est léger, hein, c'est pas un truc lourd, c'est léger, je le dis avec légèreté, mais je rends hommage effectivement à cette sœur, ma sœur aînée, que j'aimais énormément et dont j'étais très proche, et qui pour moi est morte aussi des conséquences de la Shoah. Voilà, pas seulement de son cancer. Parce qu'il y a des cancers qui sont... Il y a toutes sortes de cancers. Bon, c'est un tout autre sujet, mais il y a des liens entre psychisme et cancer aussi, on le sait, sans du tout dire que tous les cancers... Bien sûr que non. Mais certains, on peut dire que c'est aussi des souffrances qui font qu'à un moment, ça ne tient plus. Et c'est pour ça qu'un livre très important pour moi, c'est Mars de Fritz Zorn. J'essaye d'évoquer aussi ça, c'est-à-dire ces conséquences-là, funestes, suicide, maladie, cancer. Dépression. Alors justement, dépression, pensée suicidaire, incapacité à fonder une famille, obsession de la guerre, cauchemar, révulsion du tatouage, vous cumulez tous les traumas. Alors on va faire un petit récap. Donc vous faisiez des cauchemars. Oui. Moi, ça m'a rappelé l'ambiance de Marathon Man, votre cauchemar avec Dustin Hoffman, ce film terrible. Oui, je faisais cauchemar où j'étais tout le temps, on voulait me tuer tout le temps. Vous étiez poursuivi par des méchants et vous faisiez le mort pour pas qu'on... Voilà, je faisais le mort pour survivre et c'était vraiment un cauchemar très très récurrent enfant. Donc, les œuvres écrites ou cinématographiques qui vous ont marqué sur cette thématique, sur la Shoah, sur... Moi, j'ai pensé à Aaron Appelfeld, mais je ne sais pas si... J'adore Aaron Appelfeld, voilà. C'est un de mes auteurs préférés. J'ai pensé à lui. J'adore Aaron Appelfeld, j'adore Isaac Bashevis Singer. Primo Levi, bien sûr. Bien sûr, c'est un homme. Bon, alors, avant la Shoah, il y a Kafka, évidemment, incontournable. Et en cinéma beaucoup. Et en cinéma, le pianiste. Oui, c'est vrai, c'est des films magnifiques sur le ghetto de Varsovie, puisque le pianiste, c'est vrai, c'est un très beau film. Après, il y a plein de documentaires formidables. Et puis, il y a évidemment le Shoah de Lanzmann, qui est quand même le chef-d'œuvre absolu sur ce sujet, et un chef-d'œuvre de cinéma aussi. Oui.
Mais par exemple, voilà le film magnifique de Ruth Zilberman, de son œuvre Rue Saint-Maur, par exemple, qui aborde aussi le sujet par un autre biais. Par l'immeuble dans lequel vivaient exactement, ce qui est une merveille. Des familles juives. Les influences sont nombreuses. Vous n'aimez pas les tatouages? Les tatouages, oui. Bon. De toute façon, dans le judaïsme, je crois que c'est interdit. Oui, c'est vrai. Vous ne vouliez pas faire votre service militaire, vous êtes un réformé P4? P4, oui, mais je ne pouvais pas. C'est-à-dire que je ne voulais pas, mais je ne pouvais pas, vraiment. Vous n'étiez pas capable. Non, d'ailleurs, je pense. La psychiatre que vous allez voir... Oui, me dit, oui, c'est vrai. Ne vous inquiétez pas, je n'aurai pas beaucoup de mal à convaincre. Oui, parce que je lui ai demandé effectivement de me faire une lettre pour le psychiatre de l'armée. Et elle me dit, après tout ce que vous racontez de vous, vous savez, je ne vais pas avoir exagéré beaucoup ce que je vais y mettre dedans. Je pense que... Et vous remarquez des années plus tard qu'elle est elle-même une survivante du ghetto de Varsovie. Oui, absolument. Alors ça, c'est fou. Est-ce qu'elle avait un nom ashkénaze quand vous êtes allé la voir? Oui, non, mais je savais absolument qu'elle était juive. Et c'était... Oui, c'était la mère d'un copain de ma sœur. Donc voilà, elle faisait ça. J'ai pu la voir justement par ce biais-là. Mais elle le faisait très volontiers, de toute façon, pour les copains de son fils. Mais, donc je savais absolument qu'elle était juive et ashkénaze, puisqu'elle a un nom, je ne vais pas la citer, mais ashkénaze. Mais par contre, ce que j'ignorais à l'époque, c'était qu'effectivement, c'était une survivante du ghetto de Varsovie, qu'elle avait été dans le ghetto de Varsovie, ce qui est incroyable, parce que c'était la première psy que j'ai vue de ma vie. Il y en aura beaucoup d'autres par la suite. Mais mon baptême, en quelque sorte, s'est fait avec les hasards. Le spectacle s'achève sur une très très belle chanson en yiddish. Oui. Ne dis jamais. Je vous Zog laisse. nit kein Moll. Que raconte cette chanson? C'est Ne dis jamais que c'est ton dernier chemin. C'est une chanson magnifique que je connais depuis longtemps et que beaucoup de personnes connaissent, qui est extrêmement émouvante, qui a été écrite par un partisan du ghetto de Wilno, je crois. Et c'est devenu un chant de partisans, un chant à la mémoire des victimes de la Shoah, un chant de combat, et qui dit, voilà, on reste vivant, le chemin, ne dis jamais que c'est ton dernier chemin, nous on va mourir, mais vous, de génération en génération, on va transmettre, et on va dire, et on va vivre. Et c'est vraiment ce que j'essaye aussi de faire passer dans le spectacle, c'est la vie, la vie, la vie. Vous y arrivez formidablement bien. Merci beaucoup Eric Feldman. Merci. Vous transmettez quelque chose de beau, de drôle, de fort avec ce spectacle. Merci beaucoup. On ne joue pas à la pétanque dans le ghetto de Varsovie. C'est au Théâtre du Rond-Point la deuxième quinzaine de juin et à la rentrée au Petit Saint-Martin. Donc courez voir ce spectacle et retrouvez toutes les informations complémentaires sur Academscope. Ouais, je me disais, c'est injuste parce que moi, j'ai plus de cheveux, enfin bon, quasiment plus, quoi. Et par contre, Hitler, lui, il en avait. Il perdait pas ses cheveux. Alors que, il aurait mérité de perdre ses cheveux. Pas mérité, façon de parler. Mais, et puis surtout, je me suis dit, mais finalement, Hitler, pour lui, ça aurait rien changé de perdre ses cheveux par rapport à tous ses projets et tout. Et après, je me suis dit, si, peut-être que ça aurait changé. Peut-être qu'il aurait été moins populaire, si on peut dire. Enfin bon, les gens l'auraient peut-être moins suivi aveuglément. Il aurait peut-être pas été élu. Et il y aurait peut-être pas eu la guerre. Et après, je me suis dit, s'il n'y avait pas eu la guerre, mes parents, ils auraient peut-être été moins angoissés, plus équilibrés, tout ça. Ils m'auraient moins transmis leur angoisse, et moi, j'aurais été moins angoissé, moins stressé, et tout, et j'aurais peut-être pas perdu mes cheveux. Parce que j'ai remarqué que souvent, c'était suite à des grosses crises d'angoisse que j'avais perdu mes cheveux. Donc finalement, si Hitler, il n'avait pas eu de cheveux, moi, aujourd'hui, j'en aurais peut-être encore. Sag nicht keinmal, als du gehst dem letzten Weg, wenn Himmeln bleiene, verstehne blaue Tag, kommen wird nach unser ausgebänkte Show, das Wetter beugt an unser Trott mir seinen do. Kommen wird nach unser ausgebänkte Show, das Wetter beugt an unser Trott mir seinen do.